Très heureux de vous retrouver ce soir. Notre invité d'honneur, c'est Michel Simès. Michel Simès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que j'avais demandé à un médecin. Merci d'être venu un samedi à cette heure-là. En général, les médecins n'aiment pas beaucoup se déplacer. Ah non, les vrais médecins se déplacent quand le patient en a besoin. Ah, c'est bien, merci. Et c'est remboursé combien? Quoi? On va Votre en parler, présence. je pense. En P2, nous accueillerons Bernard Debré. Bernard, c'est le toubib, celui qui porte souvent une blouse. C'est le frère de Jean-Louis, celui qui porte souvent Chirac. Toujours en P2, nous accueillerons Alex Lutz. Alex Lutz, qui fait du stand-up pour dénoncer les souffrances de la minorité qu'il représente, les Blancs aux yeux bleus. Enfin, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons nos invités du samedi 20h. Ce soir, Françoise Névoré et Anémone Pernici, couturières chez Le Jabi, qui se sont battues pour la reprise de leur atelier. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens, le groupe Les Gréments de Fortune. On commence avec tous ceux qui nous ont rendu verts cette semaine, les Martiens de la semaine. Dans le fond, Obama n'est qu'une vedette du showbiz. Il a besoin du public pour faire carrière, il expose sa vie privée comme les people, et en plus, il ne décide de rien, puisque les républicains ont gardé le pouvoir à la Chambre des représentants. Non, si c'était vraiment le maître du monde, il dirigerait un pays en pleine croissance, avec de l'argent plein les caisses, et surtout, il n'aurait pas besoin d'être élu. Un peu comme Xi Jinping, le nouveau numéro 1 chinois. Apple n'a payé que 7 millions d'impôts en France l'an dernier, ce qui représente moins de 1% de ses bénéfices. Le pire, c'est qu'on ne peut même pas les traiter de voleurs puisque tout ça reste légal. Alors, soi-disant que les riches devaient payer plus d'impôts, et chez Apple, on préfère payer les actionnaires. D'ici 2015, ils toucheront 45 milliards de dividendes. Jean-Marc Ayrault a décidé d'augmenter la TVA de 7% aujourd'hui à 10%. Alors qu'il y a un mois seulement, il affirmait dans un débat contre NKM que ce serait injuste. Nous n'avons pas l'intention d'augmenter la TVA comme vous l'aviez fait parce que c'est une mesure injuste. Quand le Premier ministre prend un engagement aujourd'hui, il faut donc savoir que dans un mois, il aura peut-être changé d'avis. D'ailleurs, dans un mois, il aura peut-être même changé de métier. Voilà, c'était les Martiens de la semaine de Blacko et Grappe. Michel Simès, rebonsoir. Donc vous êtes médecin, mais plus médecin sans limite que médecin sans frontières. Quoi. Vous êtes surtout le médecin de la télé. Il paraît que vos patients vous voient plus souvent au zapping du Grand Journal que dans votre cabinet, c'est vrai? J'ai pas de cabinet, je travaille à l'hôpital, mais c'est vrai que je passe plus souvent au zapping qu'à l'hôpital. Ouais. Désormais, ce que vous soignez le plus, c'est votre coiffure quand même, non? Alors, vous présentez avec Marina Carrère d'Ancos, du lundi au vendredi sur France 5, le magazine de la santé et Allô Docteur. Et vous présenterez le 20 novembre à 20h45 sur France 2 les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Je vois le sourire déjà, rien qu'en disant le... Avec Adriana Carambeu. C'est pas le titre de l'émission qui vous fait sourire, c'est Adriana Carambeu. Parce que c'est à la place de Marina Carrère d'Ancos. Magie du prime time, magie. Alors vous confirmez qu'on a beau être médecin, avoir vu des milliers de femmes nues dans son cabinet, ça fait quand même quelque chose de voir Adriana Carambeu. Même habillée. Enfin. Oui, alors, je voudrais tout de suite préciser que je ne l'ai pas vue nue, parce que comme on a tourné en montagne, en très haute altitude, bien que nous ayons bivouaqué, sous la tente. Alors en même temps, faites attention Michel, parce que vous aurez du mal à retrouver une femme comme Marina Carrère d'Ancos qui supporte vos blagues un peu lourdes parfois. Elle est exceptionnelle et elle me supporte depuis 15 ans maintenant, parce qu'on va fêter les 15 ans du magazine cette année. Et c'est vrai que je risque pas d'en trouver une autre comme ça. Mais mes blagues sont pas lourdes, non? Si? Non. Non, ah bon. Alors, dans l'émission de France 2, vous présenterez des hommes et des femmes qui repoussent leurs limites toujours plus loin. Par exemple, un type qui tient 8 minutes sous l'eau
sans respirer et surtout sans mourir. Ouais, C'est vrai. c'est les apnées. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de l'apnée. Oui, dans ma baignoire. Ouais, mais même dans votre baignoire, vous tenez quoi 30 secondes, Ah ouais, 45 secondes, 8 minutes. C'est un truc de dingue. Il y a aussi une femme qui arrive à ne pas s'endormir en regardant France 3. Alors vous avez réussi à repousser vos limites en ne sautant pas sur Adriana Carambeu pendant le tournage. Non mais c'est vrai. C'est marrant cette idée qu'on ne peut pas passer une nuit sous la tente avec... C'est la réputation de la télé, ça. Puis je peux vous dire qu'à 3700 mètres et à moins 5, vous avez tous sauf envie de coucher. Voilà, exactement. Et encore, ils ne bougent pas. Eh oui. On passe maintenant à l'interview portrait. Alors Michel, toute cette envie de réussite, de reconnaissance sociale, que ce soit comme chirurgien ou comme vedette de la télé, ça a été pour faire plaisir à vos parents et leur faire oublier ce qu'ils avaient enduré pendant la guerre et vécu pendant la Shoah. Oui, enfin, mes 2 grands-pères sont morts à Auschwitz, mes parents ont été cachés pendant la guerre, bref. Tout ça fait que probablement on m'a transmis, si ce n'est l'envie, mais le besoin de réussite, sociale. Alors vous êtes en effet issu d'une famille juive polonaise, émigrée en France en 1922, et 20 ans plus tard, vos 2 grands-pères maternels et paternels seront déportés à Auschwitz. À Auschwitz, où vous êtes allé, vous, un jour, tout seul. Je peux même pas vous dire pourquoi j'ai eu envie de partir. C'était un besoin, d'une part, probablement, d'aller retrouver les traces de mes grands-pères, en tout cas les fantômes au-dessus d'Auschwitz. Et donc je suis parti tout seul et on part en groupe dans ces voyages-là et je suis resté tout seul toute la journée parce que je voulais parler à personne. C'est difficile d'en parler. Ouais. Alors depuis, sur le mur de votre bureau, il y a cette citation « Il faudra sans cesse rappeler que cela fut », qui est une citation du docteur Borland, rescapé lui-même d'Auschwitz. Oui, parce que je crois qu'on a, nous, la 3e génération, on a un devoir de mémoire, on doit transmettre des choses que nous n'avons pas vécues, ce qui est très compliqué. Ouais. Et je prendrai le temps pour écrire ce qui s'est passé sur le plan médical, dans les camps de concentration. Oui, vous voulez faire un livre sur les médecins nazis dans les camps, les expériences absolument... Des expérimentations qui étaient hallucinantes, dont on se demande comment des médecins, parce que je suis médecin, j'ai la vocation, j'ai fait ce métier pour soigner des gens, je ne comprends pas qu'on puisse dévier à ce point-là et faire souffrir comme les médecins l'ont fait dans les camps. Et si je peux, si j'ai la chance de pouvoir prendre quelques mois sabbatiques, je tiens à faire ce bouquin. Ouais. Alors, vos parents, Anna et Nathan, n'avaient pas pu faire d'études à cause de la guerre. Ils étaient tailleurs à domicile avant de se lancer dans le commerce. Votre père, une solderie, et votre mère était négociatrice dans l'immobilier. Oui, absolument. Et on était heureux. Mon père aurait sûrement voulu faire autre chose comme boulot, mais bon, tout se passait très bien. Ils voulaient juste que leurs enfants fassent autre chose. Vous étiez dans un petit appartement du 18e arrondissement. Vous vous souvenez de l'odeur du Krupnik, espèce de pot-au-feu de l'Est. C'était bon, ça? Je m'en souviens tellement que j'en fais, moi. C'est à base de bobesse, des haricots de Soissons. C'est les haricots de Soissons, et vous en prenez un, vous pétez pendant 8 jours. Il y avait aussi les clops. Ouais, c'est les boulettes avec du veau haché, des oignons, c'est des trucs c'est bien bon, lourds, c'est pareil. Et le fameux gefilte fish. C'est de la carpe farcie. C'est ma grand-mère qui le faisait très bien, mais c'est un mélange de carpe et c'est très sucré. Ça, j'ai jamais aimé. Puis surtout, quand j'ai vu des vieux oncles tuer la carpe dans l'évier, ça m'avait dégoûté la vie. Oui. Alors, votre seule ambition à l'époque, c'est de devenir ailier droit du PSG, quoi. Hein? Oui, j'ai rapidement compris que j'avais 2 pieds gauches. Et comme je jouais à droite, c'était pas possible. Mais voilà, j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose. Ben, vous finissez par décrocher votre bac au 2e essai. Vous êtes le premier bachelier de la famille Simès. Et alors, vous êtes recalé au concours de la faculté de médecine à Necker, mais miracle, Simone Veil, qui est ministre de la Santé à l'époque, se voit contrainte de rajouter 11 admis au sacro-saint numerus clausus, et vous êtes le 11e. J'ai toujours eu de la chance. C'est le mectoub, là. C'est le mectoub, mais j'ai serré les fesses pendant toutes mes études, à l'école primaire, et pas parce que j'avais des profs pédophiles, hein, c'est parce que j'avais vraiment... je passais d'année en année comme ça, et j'ai réussi, par miracle, à devenir médecin. Alors, pendant votre internat à l'hôpital de Chartres, vous organisez aussi bien les grèves que les noubas, hein, vous êtes un peu le... Surtout les noubas. Ouais,
Vous êtes responsable de la salle de garde, qui est quand même l'endroit où ça se passe. Oui. Voilà, quand on est à l'internat, il y a la salle de garde où se passent des choses qu'on ne peut pas raconter. Et il y a un président de salle de garde qu'on appelle l'économe, qui est chargé de faire régner l'ordre dans la salle de garde et de faire respecter un certain nombre de règles très précises sous peine de gages. Ouais. Pour les filles, surtout. Ah oui. Alors, pendant vos études, vous avez un énorme problème de concentration. Enfin, vous finissez quand même chirurgien ORL. ORL, ouais, j'aimais bien. Ça faisait nez-gorge oseille, c'était bien. Hein. ça tombe bien. Ça vous manque depuis opérer aujourd'hui? Ouais. Ah ouais. Ouais, ça me manque. Ça m'a beaucoup coûté parce que faire de la chirurgie, on fait que ça ou on n'en fait pas. Ouais. Sinon, on est dangereux pour le patient, on est dangereux pour son estomac, enfin, on est dangereux pour tout. Et puis, en plus, quand on est un peu exposé médiatiquement, je vous raconte pas si un jour j'ai un problème avec un patient, ça se saurait assez vite. Alors, vous êtes assistant médical sur le rallye du Sahara quand un journaliste d'Europe 2 vous suggère de rédiger une chronique pour la station. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Le jour où ils m'ont mis à l'antenne, mon père, il a gardé la cassette, je vous raconte pas. C'est inaudible. Ah oui. C'est-à-dire qu'on n'entend même pas ma voix tellement je flippais. Le pauvre. Alors après, il y a France Info, donc Delannoy vous engage. Ensuite, Europe 1, RTL, France 2, La 5e, France 5, oui. Vous dites, on fait du pédago, pas du démago. Enfin, du pédago quand même avec quelques vannes, hein. Vous êtes hypocondriaque, vous, non? Oui. Bon, si vous regardez le magazine de la santé et que c'est plombant, vous tombez malade à la fin de l'émission. Oui. Bon, bah nous, non. Les gens viennent, ils se marrent, ils savent que ça peut déconner à tout moment. Non, le tout, vous l'avez dit vous-même, c'est de ne pas tomber dans Bigard, quoi. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est que de temps en temps, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue en me disant « Hé, docteur, une petite vanne ?» Et là, ça me... Voilà. Je préfère qu'on me demande un conseil qu'une vanne, quand même. Ouais. Mais il faut dire, j'y suis pour quelque chose. Hein, il y a une phrase de Woody Allen qui vous plaît beaucoup, c'est « Si je parle toujours de sexe, c'est parce que je trouve impudique de parler d'amour. » C'est épinglé sur le mur de votre bureau, entre les photos de famille. Vous êtes venu un jour où j'étais pas là ou pas? Parce que c'est pas possible. Tout ce qui est épinglé dans mon bureau, vous avez fouillé dans les tiroirs ou quoi? Dans le bureau. Là, alors, je vais vous dire comment c'est. Il y a d'un côté, donc, les écharpes du PSG, et de l'autre côté, les photos de famille. Et au milieu, il y a la phrase de Woody Allen. Vous avez une taupe dans ma rédac. Bien entendu. Alors, vous n'avez pas peur de la vieillesse, hein, et même de la mort. Vous dites, je me suis bien éclaté, finalement. Très franchement, j'ai eu une vie tellement riche, tellement extraordinaire. Je voudrais pas que ça s'arrête maintenant parce que puis j'ai des gosses et puis que j'ai envie d'en profiter. Mais souvent, je me dis qu'il n'y a pas si longtemps, l'espérance de vie était de 40 ans. C'est-à-dire qu'à 40 ans, vous étiez mort. C'est-à-dire que vous étiez une momie, quoi. Ouais. Pardon, un pharaon. Alors, une dernière question, et non la moindre. Vous qui êtes un militant du dépistage du cancer de la prostate, vous pensez quoi du mariage homosexuel? Je ne vois pas le rapport. Voilà, c'était la fin de SLT. On se retrouve après la pub avec en plus Bernard Debré et Alex Lutz pour discuter avec nous de l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Simès. Et nous accueillons Bernard Debré et Alex Lutz. Alors Bernard Debré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes urologue et député, mais pas en même temps. Oh, bah, ça m'arrive quelquefois de mélanger les gens. Il y a des députés qui sont malades, des politiques qui sont malades. Il y a faites des touchés recto à l'Assemblée nationale. Dans le coin, en haut à gauche. Putain, j'ai 2 médecins en plateau aujourd'hui. Vous avez un truc à m'annoncer, non? C'est sur la prostate, ce sera Bernard. D'accord. Et alors, c'est plutôt... C'est les 2 doigts dans le nez, moi. Les doigts dans le nez. Mais pas les mêmes. Moi, j'accepte tout. Moi, tout me va. Le nez, tout. Alors, on va commencer par le député UMP de Paris. La mairie vous intéresse toujours ou depuis que vous avez compris qu'il faudrait faire du Vélib devant des journalistes, ça vous intéresse moins? La mairie de Paris? Oui. Non. Ah, c'est fini? C'est fini. Ah, mais pourquoi vous avez découvert, vous connaissiez mieux le canal de Lurette que le canal Saint-Martin? Exactement, et c'est quand même plus simple d'aller explorer le canal de Lurette. Alors vous êtes aussi anti-Hollande que vous êtes anti-Delanoë. Vous avez déclaré « Nous sommes gouvernés par des ectoplasmes, mais ils ont néanmoins la possibilité de prendre des mesures dramatiques. Nous allons assister à la déchéance de la France, mais oui, avec à sa tête Laurel et Hardy. » C'est pas mal trouvé. Laurel et Hardy, c'est bien. Hérault et Hollande.
Bah, enfin, l'ectoplasme, c'est pas moi qui l'ai dit. Je pense que ses amis l'ont dit, non? Oui, oui. Que c'était un mou. Enfin, il n'est pas si mou que ça, finalement. Je sais pas, on va voir. Alors, vous avez pris la défense de Karl Lagerfeld, qui traitait Hollande d'imbécile. Vous avez traité Valérie Trierweiler de Pompadour. Vous y allez, hein, quand même. Bon, c'est mon côté un peu carabin. Oui, ah, d'accord. C'est une soirée carabin. Voilà. On va passer à l'urologue. Bernard, à quel moment, quand on fait ses études de médecine, on se dit, tiens, moi, je vais m'intéresser aux bites? D'abord, on s'y intéresse avant. L'urologie, donc, l'urologie, c'est le domaine des reins, des voies urinaires, des organes génitaux de l'homme. C'est assez gai comme spécialité. Dans quel sens il faut prendre ça? De dos. Alors, vous avez beaucoup critiqué. Alors, vous avez beaucoup critiqué DSK au moment du Sofitel. Politiquement, c'est de bonne guerre, mais médicalement, un homme de son âge qui baise autant, c'est un exploit quand même, non? Ah, non, mais... c'est même extraordinaire. Oui. Je l'ai critiqué, mais je l'ai envié. Ah ben... Et puis, il y a le livre, le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Ça s'est déjà vendu quand même à 300 000 exemplaires. Hein. Alors, vous recommandez que la Sécurité sociale ne rembourse plus les médicaments inutiles, c'est-à-dire 50% d'entre eux, ce qui ferait économiser à la Sécurité sociale 10 à 15 milliards d'euros par an. Et on s'est fait critiquer. Et quelqu'un nous a dit, mais c'est scandaleux, il faut en retirer 3000. Oui. Plus encore que ce qu'on me disait. Oui. Alors vous dites que beaucoup de médicaments ne servent à rien, qui sont inutiles, mais enfin, ils servent quand même à quelque chose. C'est à enrichir les labos pharmaceutiques. Ah, ça... Donc c'est pas complètement inutile, Bernard. Vous savez que les labos pharmaceutiques, ce sont ceux qui sont les plus riches au monde. Sanofi est plus riche que Total. Ah ouais. Et c'est intéressant parce que maintenant, les labos appartiennent aux fonds de pension. Ouais. Fonds de pension américains en général. Et les fonds de pension veulent un retour sur investissement de 20 à 30%. Mais parallèlement, il y a de moins en moins de médicaments que l'on trouve. Il faut trouver maintenant une solution. Comment est-ce qu'on peut faire sans médicaments, moins de médicaments, et gagner plus d'argent? Et donc, on a inventé une solution qui n'est pas mal. C'est de copier des anciens médicaments, ce qu'on appelle des MeToo. Ouais. Alors, je prends un exemple. Pour l'hypertension artérielle, il y a 5 grands médicaments. 5 grandes classes. Il y a 200 copies. Ouais. C'est-à-dire que le médicament ancien tombe dans le domaine public, il faut en sortir un, alors on sort la copie et il vaut plus cher. Ça coûte très très cher à la Sécurité sociale. Alors, votre livre, qui fait un carton, donc 300 000 exemplaires, n'a rien changé. Il n'y a aucun médicament qui a été retiré du marché. Ah, il va y en avoir, parce que maintenant, un certain nombre de médecins, de responsables de commission nous disent qu'il faut maintenant faire un vrai livre, parce qu'ils pensent que le nôtre est faux, un vrai livre pour dire quels sont les médicaments qui sont vraiment utiles, et on nous annonce qu'il y a 2000, 3000 médicaments qu'il faudrait en tous les cas dérembourser. Si on les dérembourse, c'est qu'ils ne seront plus vendus. Ouais. Vous savez, on a écrit avec Philippe Even un livre en 2002, Avertissement aux médecins, aux malades et aux élus. Ouais. Gros comme ça. 3000 exemplaires. Il est passé totalement inaperçu. Après, on a fait Savoir et pouvoir, le médicament, 400 pages en 2004, totalement inaperçu. 4000 exemplaires. Après, le rapport sur le médiateur, un peu mieux, l'actualité. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on a sorti ce livre, on s'est dit, allez, 4000 exemplaires, 10 000 exemplaires, on rêvait jusqu'à 15 000 exemplaires. Ouais, ouais. C'est pour ça que vous avez donné les droits à une fondation. Alors, je n'ose pas le dire. Voilà, non, mais je le dis à votre place. Il donne les droits, il dit ça va pas se vendre, autant donner les droits à une fondation. Évidemment, on se dit, et c'est 300 000 exemplaires, et c'est beaucoup d'argent, oui. Ça aurait pu être beaucoup d'argent. Ça vous honore, enfin. On l'aurait partagé? Non, mais c'est pas ça, mais on sait ce que vous prenez par ailleurs, donc on va pas vous plaindre. Oui, non plus. Évidemment, donc j'en ai pas besoin. Vous en pensez quoi de ce bouquin, vous? Moi, je suis très, très opposé à la sortie de ce guide. Le combat est juste. Effectivement, il y a trop de médicaments. Ouais. C'est pas possible que sur le Vidal, le bouquin rouge qu'il y a sur le bureau de votre médecin, il y a 4000 médicaments. On n'a pas besoin de 4000 médicaments, vraiment. Ce que j'ai pas aimé, c'est la forme. Parce que je trouve, et là, le succès de ce guide le prouve, il
Il y a 300 000 personnes qui ont acheté ce guide aujourd'hui. Ouais. Vous pensez bien que c'est pas en vous baladant à la FNAC que vous allez acheter un guide en vous disant j'ai rien à lire ce soir, je vais prendre le guide des médicaments. Vous y allez parce que vous avez une ordonnance et que vous voulez la comparer au guide. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que les médecins gueulent contre le bouquin, c'est que les patients viennent au cabinet du médecin avec le bouquin, l'ordonnance, en disant docteur, vous m'avez donné des médicaments qui sont inutiles ou dangereux. Et je pense qu'il n'était pas utile de passer par un guide public. En revanche, il fallait le dire. Mais Bernard Debré, sous forme d'un rapport, c'est pas ça, c'est que vous étiez quand même légèrement proche de la majorité pendant des années. Pourquoi vous l'avez pas fait avant? Pourquoi vous avez pas C'est comme les 35 heures, Bernard. Là, Michel, n'oubliez pas aussi que maintenant s'est développé Internet et que les malades se soignent sur Internet. Et donc, il était préférable peut-être, même si quelquefois on a pu avoir tort, de dire voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon, allez voir votre médecin. Ça ne dit pas pourquoi vous n'avez pas fait ça quand vous étiez dans la majorité. Mais je l'ai fait. Quand il fallait le faire, d'ailleurs, on devait le publier au mois de mars. Et l'éditeur nous a dit au mois de mars, peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire. Et on ne l'a pas fait au mois de mars. C'est comme les plans sociaux, ça a été repoussé. Oui, bien. Alors, vous préparez, Bernard Debré, le guide des 4000 drogues qui n'ont pas vraiment d'effet. Exactement. Vous dénoncez le fait que le cannabis fait de moins en moins rire. Ah, le cannabis. C'est dû à quoi? Là, Thierry, je peux le dire, j'ai un frère qui est un peu plus âgé que moi. Que je connais. François, qui, dès l'âge de 18 ans, s'est drogué. C'est à l'héroïne, en plus. À l'héroïne. Je l'ai aidé. Il a même été enfermé. Ouais. Je le voyais tous les jours. Donc, je sais parfaitement ce que ça peut entraîner, comment on peut essayer de les sevrer. Il est sevré, il est bien. Les psychiatres avaient dit que c'était terminé, et il a fait un livre contre les psychiatres merveilleux. Alex Lutre, bonsoir. Vous êtes l'humoriste dont tout le monde parle actuellement. Faites gaffe, on disait ça aussi de Thomas Njijol. Alors, vous faites partie des 3 humoristes sélectionnés par GQ, le magazine, pour avoir le titre de l'humoriste de l'année 2012. Eh oui, Simès, vous n'êtes pas dedans. Hein. Ouais, je suis pas dedans. Il y a Gaspard Proust, il y a Alex Lutz, il y a le comte de Boudherbala, voilà. Donc c'est pour dire. Oui, non, je suis pas dans la même catégorie. Non. Moi, c'est que des blagues de cul. Donc le seul à avoir été incontournable comme vous l'êtes aujourd'hui, c'était Guy Carlier, mais pas pour les mêmes raisons. Non. Parce que Guy Carlier, il faut faire le tour. On sent l'urologue. Alors Alex, vous êtes actuellement sur scène au point virgule avec un one-man show intitulé Formule enrichie avec plus de lutte à l'intérieur, mise en scène de Tom Dingler, le fils de Cookie Dingler. Ouais, Cookie Dingler. Voilà. Alors vous avez déjà fait 200 000 spectateurs, 200 dates de tournée. Alors moi j'ai vu le spectacle et j'ai trouvé ça époustouflant. Voilà, vraiment, je ne savais pas qui vous étiez. Et j'ai vu votre galerie de portraits, c'est incroyable. Il devient tellement les personnages qu'il fait qu'à un moment, je me demandais s'il n'avait pas un masque en latex sur le visage. Ça me plaît bien, en tout cas, de me plonger dans un personnage. Et puis incroyable. Après, le corps se transforme. On dirait pas, comme ça. Je dis à tout le monde d'aller le voir, donc c'est au grand point virgule. Allez-y. C'est une soirée incroyable. Merci. Moi, je vais y retourner. Vous y retournez parce que vous n'avez pas tout compris? Non, j'y retourne pour aller avec ma femme. On regarde. Et avec qui? Alors, c'était la première fois. C'est ce que j'avais demandé. Avec Jean Dujardin, qui a adoré, qui est un fan de vous, parce que vous avez pris dans OSS 117, Rio ne répond plus. Il faisait le nazi, évidemment. Là, oui, étonnamment. C'est terrible d'être blond aux yeux bleus. Ah oui, c'est quelque chose. C'est une punition, c'est une malédiction. Enfin, pendant la guerre, c'était plus facile, mais aujourd'hui... On m'a souvent demandé de jouer des nazis. Ouais. Et tu sais, chez Maratier, c'est l'endroit où tu essayes les costumes de nazis. Dans la même année, j'ai joué 3 nazis. Ah oui. La première fois, tu viens, t'es comme ça. Oui, et après, le mec est là. Oh, est-ce qu'il y prend goût? Toi, t'es là. Je l'ai mis de côté. Non, surtout pas. Et maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble. Je prends mes affaires, mon cartable, ma cagoule, il me prend comme ça, il me jette dans la voiture, il démarre à toute berzingue. C'était une époque merveilleuse où on pouvait prendre les enfants comme ça, les jeter dans les voitures et démarrer à toute berzingue. Une époque révolue, merveilleuse. Comme ça, nous, on était comme ça derrière. Ouais. J'ai 6 ans, j'ai pas de ceinture, ouais. Même on croisait d'autres enfants, on était salut, Grégory, ça va. Que maintenant, les enfants, on les attache très bien, on fait très attention, on est comme ça, clac. Ça va là derrière? Ça va. On les soude. 6 mois, 4 ans. La voiture explose, mais l'enfant est en place, c'est merveilleux. On a fait des progrès inouïs.
Et mon père, il était à 180 dans le village, à l'époque, il n'y avait pas de panneau. J'étais comme ça. Allez! Et au bout d'un moment, il a cette phrase merveilleuse, il dit « Merde, j'ai plus qu'une clope. Je vais devoir m'arrêter 5 minutes dans un tabac, tu m'attendras gentiment dans la voiture. » C'était le genre de phrase qu'on pouvait dire sans que la DAS vienne forcément prendre l'enfant. J'ai retrouvé une photo de baptême, je suis dans les bras de ma tante, elle est comme ça. Une prolongation de la main, il faisait pas gaffe, c'était... Ça s'est bien passé, hein? Oh là là, la cérémonie était merveilleuse. Et le prêtre adorable, j'ai trouvé, hein? Alex Lutz, au grand point virgule, allez-y. Alors, c'est incroyable, on ne sait pas grand-chose de vous, hein, vous non plus d'ailleurs. Non, pas grand-chose. Qu'est-ce que vous avez sur vos petites fiches? Mais rien du tout, bah, vous venez de Strasbourg, hein. Comme quoi, quand on veut, on peut surmonter tous les handicaps. Hein. Ben voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. J'ai commencé mon métier à 17 ans dans le subventionné, donc pas dans le spectacle forcément très rigolo, Ouais. avec nettement moins de spectateurs. Vous avez fait de la mise en scène, vous avez mis en scène Pierre Palmade et Michel Larocque. Ouais, Audrey Lamy. Vous faites un personnage dans le Petit Journal sur Canal, mais voilà, moi je pense qu'il faut aller vous voir. Voilà. Bah oui, mais moi je suis pour ça. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. À chaque fois qu'on fait un spectacle, on dit alors qu'est-ce que t'as d'autre sinon à part ton spectacle? Ouais. C'est déjà pas mal, Bah j'ai oui. mon spectacle. Et comme Valérie Lemercier, elle ne montrait pas trop d'images. Et Non. moi, je suis assez pour ça. Parce que même quand on les voit là, c'est très sympa, mais c'est quand même moins bien que quand on le voit en vrai. Beaucoup moins bien. Ouais. Oui, oui, vraiment. C'était pas très drôle. Non, là, vous n'êtes pas marré. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko et c'est Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. En théorie, tous les Français sont égaux devant la médecine. C'est même gravé dans la Constitution. La nation garantit à tous, notamment à la mère, à l'enfant et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. Au pays de la sécurité sociale, chacun cotise selon ses revenus, tout en étant soigné selon ses besoins. Vrai grand. Mais ça, c'est la théorie. Car en pratique, c'est différent. C'est A. Selon le magazine Que Choisir, l'égalité de l'accès aux soins est menacée en France pour 2 raisons. D'abord, à cause des déserts médicaux. En France, les médecins peuvent s'installer où ils veulent. Et comme tout le monde, ils ont tendance à préférer les grandes villes ensoleillées et riches plutôt que les zones rurales, pluvieuses et pauvres. Pour les généralistes, ça va encore. Selon l'INSEE, quasiment tous les Français habitent à moins d'un quart d'heure d'un généraliste. Mais pour les spécialistes, ça se complique. Selon Que Choisir, plus d'un tiers des Français ont difficilement accès à un gynéco, à un ophtalmo ou à un pédiatre. Expirez, inspirez. Mais une fois qu'on a trouvé son spécialiste, encore faut-il pouvoir le payer, car plus de 40% d'entre eux pratiquent le dépassement d'honoraires. Du coup, c'est déjà compliqué de trouver un gynéco pour un tiers des Français, mais quand il s'agit de trouver un gynéco sans dépassement, ça devient compliqué pour 80% des Français. Que Choisir prend l'exemple de Châteauroux, où pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo au tarif de la Sécu, il faut attendre mars 2014. Alors évidemment, si on a de l'argent, on peut payer plus cher, ce qui permet de réduire l'attente de moitié. Mais si on n'a pas d'argent, eh bien selon un sondage d'Europe Assistance, en 2011, plus d'un quart des Français ont renoncé à se soigner pour des raisons financières. Allez, vas-y, fais ton boulot. Pourtant, quand les médecins prêtent le serment d'Hippocrate, ils s'engagent à soigner tout le monde, même ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Mais bon, ça, c'est la théorie. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alain Bazot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UFC Que Choisir. Bienvenue parmi nous. Lundi, tous les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, seront en grève. C'est une première en France. C'est l'occasion de nous demander si tous les Français sont égaux devant la médecine. À première vue, pour se faire soigner, il vaut mieux avoir une carte Gold qu'une carte Vitale, mais enfin, on va en parler. Alors, il y a 2 problèmes principaux, les déserts médicaux et les dépassements d'honoraires. Alors, c'est une véritable fracture médicale. Alors, on va commencer avec les déserts médicaux. La France ne manque pas de médecins, il y a 350 médecins pour 100 000 habitants. C'est la répartition qui est en cause. Un tiers des Français ont difficilement accès à un gynéco, à un ophtalmo ou à un pédiatre. Effectivement, la liberté totale d'installation des médecins sans aucune régulation conduit à une inadéquation entre l'offre médicale et les besoins de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'incitatif
Et vous recommandez la contrainte, il faut bien le dire. La contrainte, disons qu'il y a peut-être une voie de passage. Ouais. Peut-être que lorsqu'un médecin veut s'installer, veut être conventionné, il ne faudrait pas l'autoriser à faire des dépassements d'honoraires, là où il y a déjà trop de médecins. Ouais. Au moins, ça réinjecterait ce qu'on a de l'offre à tarif opposable, c'est-à-dire un tarif où les patients peuvent accéder avec le remboursement de la sécurité sociale, voire la complémentaire. Oui, je voulais, c'est que les aides publiques n'aillent pas aux médecins qui sont installés dans des zones surdotées, quoi. Il serait logique qu'on fasse une différenciation entre les médecins qui vont dans les zones qui sont sous-équipées et celles où il y a déjà pléthore. Il y a des médecins partout, pour tous les Français. Voilà. Donc, voilà. Et on s'est rendu compte dans notre enquête que le désert médical ne touche pas que la campagne. Ouais. Il touche un certain nombre de villes, d'agglomérations, de zones périurbaines. Très bien. Donc la contrainte, Michel Simès. Vous ne pouvez pas contraindre. Vous ne pouvez pas demander à des étudiants qui font des années et des années d'études, de leur dire, voilà, monsieur, vous commencez vos études de médecine et puis vous irez vous installer en Sologne ou dans la Creuse à tel endroit. Il n'y aura plus d'étudiants. Non, il s'installe où il veut, mais pourquoi est-ce que la collectivité devrait les conventionner? La liberté, je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On est dans un système où la collectivité paye et solvabilise les patients. Bon, au moins, quand on va dans un secteur qui est surdoté, eh bien, ne pas autoriser des dépassements d'honoraires. Soit on ne trouve plus de médecins, et quand on en trouve, on ne trouve que des dépassements d'honoraires. Je ne parle pas des généralistes, parce que les généralistes, il y a assez peu de dépassements. Hein. C'est deux choses très différentes. Ah, mais non, mais deux choses très différentes. Mais pour le patient, c'est pas différent du tout. Attendez, le fait de trouver un médecin, ça ne garantit pas l'accès aux soins. Mais non, mais faut prendre. Attendez, il faut peut-être partir du patient. Qu'est-ce qu'il a comme offre médicale? On ne parle pas du patient. Mais non, on parle plus des médecins que des patients. Non, mais là, on est en train de parler de l'installation des médecins. Mais on oui. ne demande pas l'installation des patients. Ah, d'accord. Et moi, je veux que les médecins s'installent où il y a des patients. Vous voulez qu'ils s'installent où vous voulez qu'ils s'installent. Mais bien sûr. Bah, il se trouve que c'est pas comme ça. Puisque c'est la collectivité. Quand on veut être conventionné, c'est la collectivité. À ce moment-là, ne demandez pas à être conventionné et être remboursé par la collectivité. Si vous voulez une médecine non conventionnée, alors là, c'est le drame. Et bien à ce moment-là, c'est la liberté. Les gens vont où ils veulent. S'ils sont conventionnés, il faut au moins que la collectivité impose quelques règles. Il y a qu'à. Ça se passe pas comme ça. Mettez un médecin, obligez-le à y aller. Vous croyez qu'il va faire une bonne médecine? Il n'a pas envie d'y aller, ça l'emmerde. Il est là, il a peu de clients, et on lui dit c'est comme ça sera comme ça. Et on lui dit maintenant il faut que tu sois sympa avec les malades, il faut que tu reçoives tout le monde. Enfin, il faut trouver une solution qui soit plus incitative qu'elle n'est aujourd'hui. Il ne faut pas que ça soit coercitif. Bien, alors on passe maintenant au dépassement des honoraires. Alors pour les généralistes ça va encore, mais pour les spécialistes ça se complique. Alors les dépassements d'honoraires se sont multipliés par 5 depuis 1980. 10 millions de Français ne peuvent plus se faire soigner faute de moyens. Les dépassements d'honoraires, c'est quoi? C'est le fait simplement que la sécurité sociale, depuis 20 ans, n'a jamais voulu augmenter les actes pour faire des économies. On a laissé quand même 30 ans de dérive sur les dépassements d'honoraires. Parce qu'il n'y a pas eu 30 ans d'augmentation. Aujourd'hui, c'est quand même 2,5 milliards d'euros que les patients doivent payer. Les gens qui n'ont pas de mutuelle, il y a 4 millions de personnes qui n'ont pas accès aux mutuelles. Donc, qui dit pas accès aux mutuelles, dit pas accès aux soins. Ça, c'est clair. Bernard, si je vais vous voir, combien ça coûte? En fonction de ce que vous pouvez payer, ça peut être 60 jusqu'à maximum 150 euros. Mais quand j'ai je sors de consultation, j'ai un type qui vient et qui prend l'avion, qui arrive de Turquie, je vais lui demander 23 euros. Non. Bon, c'est ridicule. Michel. On va prendre un exemple que je connais. Les amygdales. Vous enlevez les amygdales à quelqu'un, aujourd'hui, il lui reste, s'il opère en secteur 1, donc secteur remboursé, 30 euros dans la poche. Mais, alors on va dire, c'est pas mal s'il en fait 10 par jour. Sauf que, quand vous enlevez les amygdales à quelqu'un, vous devez le suivre pendant 3 semaines. C'est obligatoire. Et vous avez les consultations qui suivent parce que vous êtes un bon médecin, vous allez vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de saignement, qu'il n'y a pas de tout ça. C'est gratuit. Plus aucun ORL en France ne fera d'amygdales dans les années qui viennent si ça continue comme ça. Évidemment. Et où elles vont aller, les amygdales? À l'hôpital, qui va être surchargé d'enfants ou d'adultes qui vont devoir se faire opérer les amygdales. Mais comme à l'hôpital, il y a de moins en moins de personnel et qu'il y a de moins en moins de médecins et de chirurgiens qui travaillent à l'hôpital, plus personne ne pourra se faire enlever les amygdales. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de voyous dans notre milieu. Il y a des médecins qui prennent 500, 600, 700 euros la consultation au sein de l'hôpital public des hôpitaux de Paris. Il est inadmissible que ces médecins-là puissent encore exercer aujourd'hui au sein des hôpitaux. Et c'est ces médecins-là qui éclaboussent le reste de la profession. Alors, dernier point, c'est les délais. C'est-à-dire que plus on est riche, plus on est soigné vite, quoi. Et c'est pas nouveau. Mais une autre chose qu'il faut bien savoir, c'est que Michel Simès, on connaît les bons médecins.
On a, tiens, va voir un tel, il est meilleur que les autres, et on a plus vite accès. C'est comme ça, c'est la vie, que voulez-vous? On connaît les gens, on va les voir. On va pas dire, monsieur X, vous allez voir un médecin gynéco, non, vous n'avez pas le droit de choisir, c'est monsieur X ou monsieur Y. C'est absurde, c'est complètement illogique, c'est complètement utopique. Alex. Moi, je suis content, malgré tout, d'être dans un pays où, effectivement, quand mon fils est malade en pleine nuit ou n'importe quand, je ne dois pas d'abord montrer une police d'assurance ou une carte de crédit. Et c'est une réalité quand même. Et il y a aussi notre comportement de Français qui est... Moi, je le sais, quand j'étais intermittent à gagner 3 fois rien, j'allais quand même chez mon spécialiste dentaire qui me coûtait une fortune parce que j'avais peur et j'allais pas dans un centre médical. Je pouvais aller dans un centre médical où ça m'aurait pas coûté un bras. Objectivement, c'est de plus en plus difficile d'accéder à des médecins au tarif sécu. C'est ça le constat. On peut pas le nier, mais ça n'est pas possible. Mais il faut pas, faites un sondage auprès des gens. Il ne faut pas, d'un autre côté, accuser tous les médecins qui sont en secteur 2 d'être responsables de tous les maux. Mais on n'accuse pas les médecins. Non, parce qu'on disait tout à l'heure, il faut aussi voir l'assurance maladie. Juste un exemple, on en parlait tout à l'heure. Quand moi je vois un patient, un vieux monsieur, et que je lui prescris une prothèse parce qu'il n'entend plus rien, qu'il est isolé, qu'il n'ose plus sortir, qu'il n'ose plus voir sa famille, et que je lui dis il faut prendre une prothèse auditive, il faut aller en prendre une. La Sécu va lui rembourser 130 € ou 150 € la prothèse. Il n'y en a pas une à moins de 1500 €. Donc qu'est-ce qu'il fait, le pauvre vieux? Il me dit je peux pas, docteur, je peux pas. Et il rentre chez lui, moi je suis comme ça parce que je peux rien faire. Et pourquoi? Parce que la sécurité sociale, l'assurance maladie ne rembourse pas, n'a pas augmenté ses remboursements. Et là aussi, ils sont responsables. La part de l'assurance maladie est revenue au niveau de 1973. En tout cas, les médecins vont faire grève, mais je ne suis pas sûr que les malades, eux, puissent faire grève. Mais d'abord, quand les médecins font grève, les malades sont soignés. Bon, c'est la seule différence avec la symbolique. Alain, merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Voilà, c'était la P2 de l'actualité. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et nos invités du samedi 20h. Ce soir, Françoise Mévoré et Anémone Pernici, couturières chez Le Jabi, qui se sont battues pour la reprise de leur atelier. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Simès, Bernard Debray, Alex Lutz, et nous accueillons nos invités du samedi 20h ce soir, Françoise Mévoré et Anémone Pernici. Bonsoir. À vous Gaspard pour Elle est pas belle la vie. Soucieux de participer à la liesse qui, depuis mercredi, envahit toutes les ondes, qui a fait se déplacer la moitié des journalistes à l'autre bout de la Terre pour couvrir l'événement, oui, et dont le résultat influencera de façon aussi considérable nos vies que le calcul rénal de François Fillon. Je joins ma joie au concert d'enthousiasme. Vive Xi Jinping, nouveau président chinois. Béni sois-tu, gloire à toi, cher leader communiste qui chaque jour nous rappelle que le capitalisme se porte aussi bien sans démocratie que le socialisme se porte mal sans Manuel Valls. Merci aussi à ce beau pays de me fournir cette anecdote charmante de cette petite fille de 4 ans défigurée par des vêtements made in China. Alors des vêtements qui ont été traités si fort contre les moisissures qu'ils lui ont causé une allergie très sévère. Ils sont vraiment trop forts les Chinois. Ils arrivent à creuser en même temps notre balance commerciale et notre trou de la sécu. Quoi. Culturellement, alors c'est la semaine des prix littéraires avec cette sortie fracassante, le bouquin que tout le monde a lu, le rapport sur la compétitivité. Alors je l'ai lu. Ce qu'il propose n'est pas très nouveau, hein, c'est les classiques, quoi. La réorientation de l'industrie vers l'armement, la création d'une voiture du peuple, s'ouvrir vers l'espace vital à l'Est. Ah non, pardon, je confonds avec un autre truc. Je confonds avec le rapport qui a permis de lancer les 30 Glorieuses, tu vois. C'est pas le même style. Là, comme c'est la mode en ce moment, le style du rapport sur la compétitivité, c'est plus de l'ordre du roman porno économique, quoi. C'est un mélange de Christine Angot et de Jacques Attali, tu vois, le truc. Alors l'histoire, ça raconte la misère d'une nommée France, dont le péché mignon est de se faire très régulièrement prendre en étau entre l'Allemagne et les pays à bas coût.
peut-être le seul côté novateur, parce qu'il faut bien avouer que dans YouPorn, c'est très rare de trouver la catégorie double pénétration France-Chine-Allemagne. L'auteur, un certain Gallois, un homme qui à lui seul résume le déclin français. Bah ouais, quand on a été patron de ADS et qu'on finit sa carrière en écrivant une thèse sous la direction de Jean-Marc Ayrault, à ce rythme-là, dans 2 ans, il est animateur à l'UCPA, quoi. International, alors on m'a poussé, il faut en parler, d'accord, je vais en parler. De l'autre côté de l'Atlantique, un fait divers assez anodin, un noir réélu à la tête des USA, c'est bon, tout le monde est content. Il est élu grâce au vote féminin, donc forcément, c'était plus une élection, mais un concours de beauté. Enfin, et celle-là, c'était vite plié, quoi. Entre une future icône Nespresso et un mannequin pour séminaire au Novotel, il n'y avait pas photo, quoi. Alors, pour le coup, on connaît la plus connue de ces électrices, elle s'appelle Sandy. Oui, en Amérique, les catastrophes naturelles font les élections. En Europe, c'est l'inverse. C'est les élections qui font les catastrophes naturelles. Quelle ferveur en Europe pour Obama. C'est vraiment... on est vraiment attiré que par ce qui nous ignore. Obama, je crois que la seule fois où il a prononcé le mot Europe durant sa campagne, c'est lorsqu'il a fait un lapsus pour dire Grèce. Alors, un journal a fait l'inventaire des goûts culturels des 2 candidats. Obama aime Star Trek et les Fugees. Romney aime Star Wars et Roy Orbison. Au moins, aux USA, les parents sont vite au courant de l'avenir des gamins. Si le gosse aime David Lynch et Tchaïkovski, il peut oublier la politique. De toute façon, qu'est-ce qu'on va retenir d'élection américaine? Barack est toujours amoureux de Michelle et il sait toujours dire bonjour de son avion. C'est un steward, quoi. Voilà. Autre chose à l'international, Kim Jong-il est vivant. Il s'appelle Psy, il fait de la musique. Et il restera à jamais dans l'histoire comme le père de cet incroyable pas de danse qui consiste à imiter le chevauchage d'une prostituée avec l'aisance d'un jockey formé par Michou. Gérard Longuet, le mime marceau réactionnaire, a adressé un très beau bras d'honneur à l'idée de repentance algérienne. Alors moi, je ne comprends pas cette histoire de repentance par rapport à l'Algérie française. Je veux dire, d'accord, ok, enfin, on est parti tard de là-bas, mais n'est-ce pas la preuve qu'on y était attaché? Alors je ne dis pas que la France n'ait pas commis d'erreur en Algérie. Enfin, bien sûr, bien sûr. Oublier de pomper tout le pétrole avant les accords d'Évian, quelle connerie. Et il faut l'avouer, c'est vrai qu'entre 1952 et 1962, les services publics français ont eu une manière un peu virile de demander aux Algériens certains renseignements sur des amis éventuels qui auraient pu être mêlés à des affaires de feux d'artifice illégaux. La France ne s'est jamais excusée, mais l'Algérie s'est-elle excusée de nous avoir envoyé Enrico Macias ? Sans transition, selon Serge Dassault, l'homosexualité est une des raisons de la décadence de la Grèce. C'est vrai, il a trop raison, quoi. Platon, Socrate, Aristote, quel tas de fumistes. Comment admirer des gens qui passaient leur journée à caresser des concepts tout en chatouillant des effets? Faut arrêter, quoi. Il a quand même gonflé Dassault, quoi. Un industriel de l'armement qui t'explique que l'homosexualité, c'est la fin du monde. C'est la bombe atomique qui se moque du gaz moutarde. Quelques bonnes nouvelles quand même. Le mariage gay est devenu le mariage pour tous. Ouf. Ouais. Enfin, pouvoir officialiser avec ma mère. Le plus dur, ça sera d'annoncer à mon frère que c'est aussi mon fils. Une bonne nouvelle pour nos amis SDF, 52 morts par jour en France à cause des accidents domestiques. C'est bon, arrêtez de vous plaindre, sur ce coup-là, vous êtes à l'abri, quoi. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20.
Françoise Névoret et Anémone Pernici, bonsoir. Bonsoir. Ex-employée de Le Jabi, vous faites partie de ces femmes qui, il y a un an, criaient leur désespoir devant les caméras. Aujourd'hui, vous êtes de nouveau dans votre atelier de Bourg-en-Bresse, devant vos machines, pour une nouvelle marque Made in France. Fabrication française. Alors, la différence. c'est la plus belle des revanches, non? Tout à fait. Alors Françoise, dès votre plus jeune âge, vous passionnez pour la couture et à l'âge de 7 ans, vous fabriquez des vêtements pour vos poupées. Vous avez votre première machine à coudre à l'âge de 12 ans pour Noël et vous commencez à fabriquer vos vêtements vous-même. Pas étonnant qu'après la troisième, vous fassiez un BEP habillement et un CAP avant de faire un stage chez Petit Diable qui vous engage à l'âge de 18 ans. Tout à fait. 3 ans plus tard, vous épousez un homme de Bourg-en-Bresse, vous entrez chez Le Jabi et vous y resterez 30 ans. Une carrière. Alors Anémone, pour vous, le chemin des ateliers de couture est plutôt une histoire de famille. Votre sœur travaille chez Le Jabi. Et pour vous deux, en fait, l'apprentissage du métier est passionnant mais difficile parce que, par exemple, quand on voit la fabrication d'un soutien-gorge, c'est un travail extrêmement minutieux. La marge d'erreur est d'1/2 millimètre. Et c'est pour ça qu'on ne devient pas corsetière du jour au lendemain. Ouais. C'est des années de métier. Autant on peut faire du prêt-à-porter, autant on ne peut pas devenir corsetière. Voilà. Oui, dans le prêt-à-porter, la marge d'erreur est de 4 mm. Voilà, tout à fait. C'est pas du tout la même chose. Non. À la fin des années 90, donc il y a une bonne ambiance chez Le Jabi. Vous dites que les anciens racontaient des blagues en travaillant. Oui, c'est vrai, il y avait une bonne ambiance, bon enfant. Beaucoup de personnes sont arrivées là, je dirais par hasard. C'était dans les années où on rentrait sans avoir forcément de diplôme. Et elles se formaient sur le tas, ce qu'on appelait. C'est comme une famille, en fait. Vous célébrez les naissances, les baptêmes, les mariages. Vous allez au restaurant ensemble et vous vous serrez les coudes en cas de divorce. Voilà. C'est à peu près ça. Alors, la seule ombre au tableau, en 1996, Le Jabi change de main à la mort de son fondateur. Et l'affaire est vendue à un groupe américain qui s'appelle Warnaco, qui fait Speedo et qui fait Calvin Klein. Oui. Ensuite, les directeurs se succèdent et chaque fois, les exigences de rendement augmentent. Vous l'avez vécu comment, ça, Anémone? Pris dans l'engrenage, après, on n'arrive plus à s'en rendre compte. Ouais. Ouais. C'est quand on revoit les photos avant. Ouais. On se dit, tiens, on s'amusait. Oui, en fait, la différence, c'est qu'on n'avait plus, c'était plus un PDG, c'était des financiers, donc tout était différent. Il n'y avait plus cet amour. Nous, on avait un PDG, M. Bugnon, qui travaillait vraiment parce qu'il aimait ce qu'il faisait, il avait vraiment la main mise sur le métier, sur ce qu'on produisait. C'était lui qui décidait les couleurs, les formes et tout. Après, tout ça est parti. Alors, au début des années 2000, le rythme de travail devient épuisant. Et les filles travaillent les têtes baissées sur leur machine. Alors là, c'est la fin des blagues et tout le monde regarde la pendule. C'est là que les choses se gâtent. En 2003, Le Jabi ferme 4 sites sur 8. 250 emplois sont supprimés sur 1000. Mais le site de Bourg-en-Bresse est épargné à ce moment-là. Oui. Alors dans la vie quotidienne, vous voyez bien que quelque chose tourne pas rond. Il y a de moins en moins de monde pour des objectifs de plus en plus serrés. Vous découvrez des relances de fournisseurs qui ne sont pas payés. Et vous, Anémone, vous découvrez que les tissus sont de moins en moins bien coupés, en fait. Voilà, oui. Ouais. Ouais. Puis moins bonne qualité aussi. Ouais. Là, vous prenez vos ciseaux, vous retaillez, vous bidouillez, vous bricolez, quoi. Oui. Oui, oui. En mars 2010, un énième plan social s'abat sur Le Jabi. Et cette fois, Bourg-en-Bresse n'y coupe pas. Et là, c'est le coup de massue, quoi. Vous êtes viré. Le vide. Les filles en pleurent. Oui, c'est des filles qui avaient toujours travaillé là, en fait. La plupart, oui. Ouais. C'était une usine pas vieillissante, mais moyenne d'âge déjà assez... Donc voilà, les pleurs, les... Vous vivez ça comment? Comme un deuil? Ouais. Ouais. Vous avez vécu ça comment, Françoise? À ce moment-là, moi, j'étais à Yssingeaux. Donc, il faut dire qu'Yssingeaux est un autre site donc, qui est situé à 260 km de Bourg, et qui est le site, on en reparlera, donc, qui a été sauvé par LVMH grâce à Wauquiez et Sarkozy. Tout à fait.
Alors, les ouvrières décident de se battre. Elles occupent les locaux du siège de Le Jaby à Rieux-la-Pape. 14 jours sous des tentes. Moi et ma sœur, oui. Ah, sous les tentes, c'était nous. Ouais. Ah ouais, Mais ça servait à rien, en fait. à rien. À alerter les médias, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'on était un peu oubliés les premiers temps, et après, Ouais. ça, ils n'ont pas apprécié. Mais ça ne fait pas changer d'avis les Américains. Ah non. Vous les avez rencontrés? Non. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez affaire à des gens que vous ne voyez jamais. C'est Non. terrible, ça. Parce Moi, qu'un PDG, on le voit encore. Ah oui, tout on à peut fait. le séquestrer dans son bureau. Mais les... On peut. on peut. Mais eux, vous les avez jamais vus, en fait. Non. Moi, je ne les connaissais pas. Je les ai jamais vus, moi. Jamais rencontrés. Alors, vous choisissez le reclassement et vous vous retrouvez en formation de menuiserie, sans salaire et sans prime. Pour survivre, vous vous mettez à faire des ménages. Mais tout l'argent passe dans l'essence pour aller à votre formation à 30 km de chez vous. Oui. Donc, vous n'y arrivez pas. Vous êtes à découvert. Oui. La banque vous harcèle. Oui. Et là, vous arrêtez de vous alimenter, pratiquement. Oui, on n'y pense plus. Ouais. Enfin, on n'a plus les moyens, donc Ouais. on se nourrit plus. On va faire des ménages pour payer l'essence. Puis on se rend compte qu'au bout d'une semaine, on a oublié de manger. Ouais. Vous vous retrouvez en train de partager une boîte de thon avec votre chat, Avec quand mon même. chat, ouais. Ah ouais. Alors voilà, vous nourrirez même à la Croix-Rouge. Hein. Oui. Vous dites, je suis dans la merde, mais j'y vais. Ah bah, on réfléchit pas. Ouais, Si on réfléchit, on rentre pas. ouais. Mais vous nourrir ne suffit pas, il faut aussi payer le loyer. Mhm. C'est plus possible. Donc un ami vous recueille pour vous éviter de dormir dans la rue. Oui. Vous, de votre côté, Françoise, vous passez 5 jours par semaine à Ys-Saint-Jean, à 260 km de chez vous. Vous êtes épuisé et vous Ouais. partez finalement. Oui, je décide de demander, de partir de là-bas parce que bon, c'est plus vivable et puis ça correspondait plus du tout à ce que j'avais envie de faire. Donc, je décide d'arrêter pour pouvoir rebondir sur autre chose. En Ouais. fait, c'était ça. Alors, 3 mois plus tard, le Jaby est placé en redressement judiciaire. Alors, finalement, donc, à l'initiative de Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez, le site d'Ys-Saint-Jean sera repris par LVMH pour faire de la maroquinerie. Et sur les rangs, à l'époque, sur les rangs de la reprise d'Ys-Saint-Jean, il y a Assia Iridji, Oui. qui est la sœur de Louma Iridji, la fondatrice de Princesse Tam Tam, qui malheureusement est morte dans les attentats de Bombay en novembre 2008. Voilà. Alors, elle, Assia, c'était la directrice artistique de Princesse Tam Tam. Elle voulait lancer une marque de lingerie. Et vous, quand vous voyez que le plan de reprise d'Ys-Saint-Jean écarte Assia, vous l'appelez et vous lui dites, il y a un site à Bourg-en-Bresse qui n'attend que vous, finalement. Absolument. Absolument. Je ne me suis pas trop posé de questions, je n'ai pas trop réfléchi. Je connaissais trop les compétences qu'il y avait dans ce site et je me disais, il faut faire quelque chose. Donc, sans réfléchir, j'ai cherché les coordonnées de Assia Iridji sur Internet. Et dans la foulée, je l'ai appelé. Et voilà. Et vous lui dites, il y a un site qui est fermé depuis 2010, et moi, je peux vous trouver du personnel. Exactement. Voilà. Et elle vous dit, Monsieur Montebourg va vous appeler. Et M. Montebourg m'a appelé le soir même. Comme quoi, hein? Il faut lui rendre justice. Absolument. Non, mais Ah oui. il s'est bien occupé de ça. Et c'est Ouais. vrai que, bon, entre M. Wauquiez, M. Montebourg, après tout... Alors aujourd'hui, donc, la boîte s'appelle Monnaie de Paris, et l'équipe comprend 14 personnes, donc, Oui. toutes des anciennes de Le Jaby. Une première collection de 600 pièces sera présentée pour le printemps-été 2013. Il y a un magasin éphémère, déjà au Trocadéro, Oui. du 13 au 20 décembre. Voilà, absolument. C'est un très beau challenge, de toute façon, et je vous assure qu'on y mettra vraiment tous les moyens et toutes nos tripes pour y arriver, hein, parce que c'est une revanche. Le fait d'avoir rappelé une cinquantaine de personnes de Bourg pour savoir, pour connaître leur parcours et tout, et quand Anémone m'a dit qu'elle n'avait plus d'adresse, je vous assure que ça fait drôle quand même, hein, des gens avec qui on a travaillé pendant des années, qui se retrouvent à la rue et qui ont dans les mains un métier et qui ne peuvent pas l'exploiter. Je vous assure que là, ça donne vraiment envie de tout faire pour s'en sortir. Quand elle vous appelle, alors, ça se passe comment? Ah bah, une revanche. Ouais. Je vais y aller pour leur faire voir. Ouais. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, vous avez un nouvel appartement. Eh oui, les cartons sont tout frais. Ouais.
Magnifique. Michel? Ouais, c'est une très belle histoire et c'est surtout, moi je retiens surtout voilà, que quand on est au fond du désespoir, le culot peut parfois déclencher beaucoup de choses et votre appel, a tout déclenché. Et je crois que s'il y a au moins une leçon à tirer de cette belle histoire, c'est ça. Il faut oser les choses, il faut oser appeler les gens. Il faut, il n'y a pas de voilà, c'est quel que soit leur niveau social, il faut avoir du culot. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les terriens, votre talk du samedi avec Michel Simès et les pouvoirs extraordinaires du corps humain le 20 novembre à 20h45 sur France 2 et puis tous les jours sur France 5 à 13h35. Bernard Debray, député UMP de Paris, pour le guide des 4000 médicaments inutiles, utiles ou dangereux au Cherche Midi. Alex Lutz, au grand point virgule avec son spectacle, formule enrichie avec encore plus de luxe à l'intérieur. Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, et Françoise Névoré, merci, et Anémone Bernici, merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland, et pour les abonnés à 20h55, la musicale, animée par Emma Decaune, avec entre autres Benjamin Biolay. Rendez-vous ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalplus.fr avec le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments, les Martiens de la semaine et Gaspard Proust. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.